Bonsoir à tous. Bienvenue encore à chacun de vous à ce séminaire que nous vivons ensemble au sujet de la santé. Vous avez passé une bonne journée? Oui? Super. Eh bien, ce soir, comme le disait Jean-Paul, nous allons encore apprendre des nouveautés et des choses qui vont beaucoup, peut-être pour certains, vous surprendre. Et ça va peut-être aussi bouleverser parce que ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire, mais parce qu'on ne comprend pas vraiment le fonctionnement du corps, et ben voilà, il y aura des habitudes que vous pourrez changer pour améliorer votre santé. C'est ce que nous allons voir ce soir. Juste avant de continuer, j'aimerais juste faire un petit sondage dans la salle. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui n'étaient pas présentes hier et avant-hier, c'est-à-dire qui nous rejoignent pour la première fois ce soir? Est-ce qu'il y en a? D'accord. Ok. Merci. Très bien. Alors pour ces personnes, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de tout revoir depuis le début, mais je voudrais juste faire un bref rappel, rapidement, pour que vous puissiez saisir ce sur quoi nous parlons. Nous avons vu que, eh bien, les recherches scientifiques au sujet de la nutrition, ce sont des études récentes et qui sont approuvées aujourd'hui par ce que la Bible dit. Et c'est ce pourquoi je voudrais partager. En effet, la Bible nous parlait d'un créateur et nous avons vu que tout ce qui était écrit, eh bien, la Bible aujourd'hui, la science le vérifie et même des auteurs chrétiens qui en parlent vérifient ce que la science dit. Et nous avons appris beaucoup de choses au travers de cela et c'est pour ça que nous prenons les études scientifiques et nous parlons également de la Bible pour que vous puissiez voir la corrélation entre les deux. Eh bien, hier soir, nous avons comparé les différents types d'alimentation des animaux. Pourquoi? Parce que nous avons lu ce verset dans la parole de Dieu qui disait ceci: interroge les bêtes et elles t'instruiront. Autrement dit, si je regarde les bêtes qui sont les animaux terrestres, eh bien elles vont m'instruire. Et nous avons regardé l'alimentation alors des animaux terrestres. Nous avons vu qu'elles étaient déclinées sous 3 types d'alimentation: carnivore, omnivore et herbivore. Et nous avons regardé par rapport à l'homme leurs différences. Nous avons vu que concernant la prise des aliments, eh ben, l'homme a une anatomie identique à celle des herbivores, que ce soit au niveau de la prise des aliments, au niveau de la dentition, au niveau du mouvement de la mâchoire, au niveau de la salive, au niveau de la taille de l'estomac, au niveau de l'acidité de l'estomac, au niveau de la longueur de l'intestin grêle. Et donc, nous en avons conclu qu'il est vrai que lorsque nous regardons les bêtes, eh bien, elles nous apprennent que nous avons été créés pour manger ce que mangent les herbivores. Notre anatomie, notre physiologie a été faite pour manger des végétaux. Et c'est ce que nous dit la Bible lorsque nous prenons le livre qui parle de la création, le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, verset 29, nous avons vu que Dieu avait donné des graines, des fruits et des oléagineux. Après que l'homme s'est écarté, Dieu avait ajouté des légumes. Et c'est seulement après qu'il y a eu le déluge et que la terre a été recouverte pendant 5 mois par les eaux du déluge, qu'il n'y avait plus rien à manger, qu'il a permis à l'homme de manger de la viande. Et nous avons vu que finalement l'alimentation qui était la meilleure pour l'homme, c'était celle juste après que l'homme s'est égaré, a péché. C'est-à-dire une alimentation exclusivement basée sur les végétaux. Parce que nous avons vu qu'une fois que la viande a été introduite, l'âge de l'homme a complètement diminué.
Et donc, le corps a été créé pour manger les végétaux. Nous avons également vu que la science a prouvé cela, puisque lorsque nous prenons l'acidité de notre corps, eh ben, nous avons vu ces recherches du docteur Joel Robbins qui ont montré que toute personne en bonne santé avait un milieu qui était légèrement alcalin, c'est-à-dire dont le pH, la mesure de l'acidité, est supérieur à 7, donc il était entre 7 et 8. Toute personne en bonne santé, alors que ceux qui étaient malades ou ayant le cancer avaient tous un pH acide, donc plus petit que 7, et on avait vu que plus on allait vers 0, plus c'était acide, et ceux qui avaient le cancer avaient un pH inférieur à 5,7, voire plus petit. Et nous avons vu que cela était directement lié à ce que on mettait à l'intérieur du corps. Nous avons vu que les végétaux étaient des aliments qui vont alcaliniser notre corps et que la viande, au contraire, était un aliment acidifiant. Nous avons vu également que les produits laitiers étaient acidifiants, les aliments épicés, tabac, alcool, etc. Et donc, que si nous nous alimentons selon le plan qui nous a été donné dans la Bible, c'est-à-dire exclusivement de végétaux, eh bien, nous serions en bonne santé. Deuxièmement, nous avons vu que non seulement notre corps serait en bonne santé, parce que le pH serait toujours alcalin, puisqu'ils sont alcalinisants, mais en plus, nous avons vu que à l'intérieur d'une crudité, contrairement à des beignets, je vous ai donné le nom du firi-firi, eh bien, tous les entités que nous avons besoin, c'est-à-dire les nutriments, glucides, protéines, lipides insaturés et les catalyseurs, minéraux, enzymes, vitamines, eau, ils sont présents. Alors que dans des beignets, eh bien, vous n'avez presque rien, mais au contraire, vous avez des toxines. Nous avons compris hier que c'est directement lié à la manière aussi dont on cuit les aliments, puisque plus on va monter en température, dans de la friture on est à 140 degrés, eh bien, il n'y a plus de nutriments et les nutriments interagissent pour former de nouvelles molécules qu'on appelle les toxines. Et c'est pour ça qu'il n'y a même plus de lipides insaturés puisqu'elles ont réagi pour former ces toxines. Donc, nous en avons conclu depuis hier soir que finalement, une alimentation basée sur les végétaux est une alimentation qui nous donne force, santé. Et nous avons vu qu'il fallait les préparer de manière simple, c'est-à-dire cru si on peut, ou sinon cuit à la vapeur. Voici ce que nous avons compris depuis ces 2 jours pour pouvoir maintenir une bonne santé. Nous avons vu que donc les aliments sont importants pour maintenir une bonne santé. La préparation des aliments aussi est importante. Mais vous allez voir qu'il y a une troisième chose qui est importante et que sinon on ne le sait pas, eh bien, on peut s'alimenter avec des fruits et des légumes préparés comme il faut, mais on peut avoir des sensations qui sont désagréables. Et vous allez le comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons apprendre maintenant, pas seulement comment les préparer, mais aussi et surtout comment les manger. Notre thème de ce soir s'intitulera « Manger pour sa santé ». Pour cela, de même qu'hier, je voudrais faire un petit clin d'œil en prenant ce que la Bible dit. Puisqu'il nous parle d'un créateur qui nous connaît mieux que nous, eh bien nous allons voir comment est-ce qu'il est. Lorsque vous prenez le livre de la Genèse, le premier chapitre, vous allez lire à l'intérieur qu'on nous parle de la création de cette terre. En effet, lorsque vous lisez en Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu a créé en 6 jours. Et que le premier jour, on nous dit qu'il a créé la lumière et qu'il les a séparés des ténèbres. On nous dit qu'il y eut un soir et un matin, c'était le premier jour. Le deuxième jour, on nous dit que Dieu va séparer les eaux du dessus des eaux du dessous. Il va appeler ceux du haut ciel, en bas mer. Le troisième jour, on nous dit qu'il va séparer la partie sèche
de la partie humide. Et sur la partie sèche, qui va appeler terre, il va faire pousser la végétation. Lorsque vous prenez maintenant le 4e jour de la création, quelque chose est intéressant parce que vous allez voir que il va créer des choses pour remplir le premier jour. En effet, il va créer pour la journée le soleil, l'astre, le grand astre comme il dira, et la lune pour le soir, ainsi que les étoiles. Donc on voit que Dieu maintenant va commencer à remplir ce qu'il a créé. Le 5e jour, vous lirez que Dieu va créer des animaux du ciel, des oiseaux, et ceux de la mer, les poissons. Il remplit donc ce qu'il a créé le 2e jour. Arrivé au 6e jour, Dieu va créer les bêtes des champs, parce qu'il va remplir la terre. Et il terminera la création en faisant l'homme. L'homme était la dernière création de Dieu, et on nous dit qu'après cela, le 7e jour, il se reposera. Lorsqu'on regarde comment est-ce que la création a été faite, une chose est sûre, c'est que le Dieu créateur est un Dieu qui fait les choses de façon ordonnée. La Bible, en effet, nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, un détail, c'est que la Bible nous dit que lorsqu'il va faire l'homme, le 6e jour avec les bêtes, il y aura une différence. En effet, pour les bêtes, vous allez voir que quand Dieu va les faire, il va juste, la Bible nous dit juste que Dieu dit que les animaux soient. Et ensuite, les animaux sont venus. C'est seulement en disant qu'ils sont apparus. Alors que quand il s'agit de l'homme, on nous dit que Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc, il va vraiment le faire avec ses propres mains. Donc, il y a une distinction entre les deux. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que non seulement les animaux sont faits juste en 10 ans, alors que l'homme est fait avec les mains du Créateur, mais on nous dit que l'homme a été fait selon l'image de Dieu. Donc c'est une créature à part. Une créature à part, et l'homme a été fait à l'image de Dieu. Nous avons compris que Dieu était un Dieu d'ordre, et donc si Dieu a créé l'homme à son image, eh bien vous allez voir que la créature qui est l'homme est aussi une créature qui est ordonnée. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir cela au travers de l'alimentation, mais surtout au niveau de la digestion. Vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme, c'était vraiment fait de manière ordonnée. Nous sommes des créatures ordonnées. Le système digestif, c'est tout le système qui va vous aider au moment que vous allez prendre les aliments à les casser en petits morceaux pour pouvoir les assimiler et le reste sont éjectés. C'est un système qui est fermé et qui ne communique pas avec l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire vos muscles, seulement il y a communication au travers de ces parois au niveau de l'intestin. Ce système digestif, nous connaissons, il est composé tout d'abord de ce long tuyau vertical qu'on appelle l'œsophage. Ensuite, vous avez, une fois tombé à l'intérieur, il arrive dans une poche qui est ici, qui s'appelle l'estomac. Et ensuite, vous avez au-dessus de l'estomac, ici, un lobe qu'on appelle le foie. Et en dessous, une fois que ça sort ici de l'estomac, ça va entrer dans un tuyau fin appelé l'intestin grêle. Il finit ensuite sa course ici, dans un tuyau un peu plus gros appelé le gros intestin ou le côlon. Eh bien, vous allez voir comment est-ce que, lorsque nous mangeons, eh bien, ce que nous avons absorbé va pouvoir entrer dans le corps. En effet, nous avons vu qu'il y avait 7 types d'entités que nous absorbons. Il y avait tout d'abord les glucides, qui nous servent pour notre énergie. Il y avait ensuite les lipides, insaturés, que nous avons besoin pour construire nos cellules, surtout celles du cerveau.
nous avons également besoin des protéines, et ces protéines pour construire également nos cellules. Ces trois types d'entités sont appelés les nutriments. Parfois, on les appelle aussi les macronutriments. Macro, ça vient de grand. Et en effet, ces nutriments sont des très grandes molécules, contrairement aux catalyseurs. Les catalyseurs que sont les enzymes, les minéraux, les vitamines et l'eau. Eux, ce sont des petites particules comparées à eux. Et c'est pour ça que je vous disais que les aliments vont pouvoir entrer dans le corps seulement à ce niveau-là. Et c'est pour cela que les glucides, lipides et protéines ne peuvent passer la barrière pour entrer ensuite dans votre sang et distribuer les nutriments au corps. Ils ne peuvent pas. Alors que les vitamines, enzymes, minéraux et enzymes et l'eau peuvent entrer au travers de la barrière intestinale. Et c'est pour ça que un travail va se faire. Ce travail va consister à faire quoi? À découper ces macromolécules, ces grosses molécules. En effet, les glucides, par exemple, qui sont cette longue chaîne, eh ben, ils vont être découpés pour donner les petites entités qu'on appelle le glucose. Ce sont les petites particules qui le composent. C'est des longues chaînes de glucose. Nous avons vu par exemple que les protéines qui étaient formées de ces différentes couleurs, comme des perles qu'on appelait les acides aminés, eh ben, les protéines, pareil, ne peuvent pas entrer la barrière intestinale et elles vont être découpées en petits morceaux pour former ces différents acides aminés que le corps a pris pour absorber au travers de l'intestin. Les lipides également sont des macromolécules. Elles ne peuvent pas passer la barrière intestinale. Elles pourront le faire seulement lorsqu'elles seront découpées. Ici, vous pouvez voir 3 branches qui sont en hélice. Eh bien, pour pouvoir le faire, le corps va devoir les découper et ensuite retirer ces acides gras qu'on appelle ici oméga 3 ou oméga 6. Pour ce faire, pour que ces glucides deviennent glucose, que les protéines deviennent acides aminés et que les lipides insaturés deviennent acides gras, eh bien, ceux qui vont faire ce travail de découpage, ce sont ce qu'on appelle les enzymes. Nous avons vu qu'ils étaient importants dans la guérison. Vous allez voir qu'ils sont également importants lors de la digestion, parce qu'on va découper ces grosses molécules en petites molécules. Et regardez comment ça va se passer. Eh bien, la digestion, si je vous dis où est-ce que la digestion commence, eh bien, beaucoup vont répondre, ça se fait dans l'estomac. Mais en réalité, c'est faux. La digestion ne commence pas là. Elle commence dès l'entrée des aliments dans votre corps, c'est-à-dire au niveau de la bouche. La digestion commence ici. En effet, lorsque vous mettez un aliment dans votre bouche, la première chose qui va se passer, c'est que vous allez produire de la salive. Vos glandes salivaires vont produire une substance, la salive, qui est composée à 99% d'eau, de sels minéraux, d'un mucus, c'est ce qui le rend un petit peu gras, hein, et également d'enzymes. Et l'enzyme qui est présent à l'intérieur de votre salive s'appelle l'amylase. Cette enzyme, son rôle, ça sera la paire de ciseaux qui va venir découper en petits morceaux la longue chaîne d'amidon pour former ces petites unités qui sont le glucose. Vous voyez cela, le glucose c'est un sucre, hein? Vous voyez cela lorsque vous prenez par exemple un morceau de pain, prenez la mie par exemple, la mie de pain, le pain on met du sel à l'intérieur, mais également c'est composé de farine de blé, et la farine de blé est composée d'amidon, l'amidon de blé. Cet amidon, c'est ce pain donc, quand vous mettez dans votre bouche, et que vous n'allez pas le mâcher, et vous le laissez dans la bouche, et vous allez voir que ça va commencer à fondre parce que vous produisez de la salive. Cette salive va enrober ce morceau, cette mie de pain, et vous avez ce goût d'abord qui est salé. Mais si vous attendez 10 secondes, vous allez voir que le goût va changer. Ce n'est plus salé,
mais ça devient sucré. Pourquoi le goût sucré arrive au bout de 10 secondes? C'est parce que l'amylase dans la salive a fait son travail de découpage. C'est pour cela que le glucide ou l'amidon qui se transforme en glucose, ça commence là, dans la bouche. En comprenant cela, vous comprenez que il faut éviter de faire quelque chose. En effet, c'est comme si vous avez les amylases que je vais appeler des paires de ciseaux qui arrivent. Imaginez ce qui se passe si quand vous allez manger, votre aliment est là, les paires de ciseaux arrivent et que vous allez rajouter de l'eau dans votre bouche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous faites ce qu'on appelle une dilution. C'est-à-dire que concrètement, eh bien, ces molécules d'enzymes, ces paires de ciseaux, vont s'éloigner les unes des autres et ne pourront pas faire leur travail comme ils le pourraient le faire. Ils sont moins concentrés pour faire le travail. Et c'est ce qui se passe quand vous buvez de l'eau en mangeant. En buvant, en mangeant, eh bien, vous êtes en train de diluer votre salive et de séparer ces molécules d'amylase, ces paires de ciseaux qui pourront être moins effectives. Donc un conseil, en comprenant que la digestion commence dans la bouche, c'est d'éviter de boire en mangeant. Et alors, comment est-ce que je peux éviter de boire en mangeant? Parce qu'on a soif, certains, en mangeant. Eh bien, je dis, vous allez comprendre en détail comment le faire, mais je vous dis juste simplement le principe. Le principe, c'est ceci, c'est de boire avant de manger et de s'arrêter 20 minutes avant. 20 minutes avant le repas, ça peut être 30 minutes, ça dépend des personnes. 20 à 30 minutes avant le repas, vous arrêtez de boire, vous mangez, et ensuite, vous rebuvez seulement 2 heures après. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis 2 heures après. Et vous allez dire, mais c'est lent. Et vous allez voir que lorsque vous mangez, par exemple, des végétaux, eh bien, les végétaux contiennent de l'eau, et que l'eau dont vous aurez besoin pendant ce temps sera directement dans vos fruits, dans vos légumes. Et vous allez voir qu'en suivant le conseil de jeudi, vous n'aurez pas du tout soif. Au contraire, vous n'avez plus envie de boire entre ce laps de temps. Vous verrez comment. Et donc, ce conseil concernant de ne pas boire en mangeant, eh ben, c'est des choses que connaissait déjà cette écrivaine chrétienne qui a été inspirée directement par Dieu lorsqu'elle écrira ceci, Ellen White, prise au repas, l'eau diminue la sécrétion des glandes salivaires. Et plus l'eau est froide, plus l'estomac en souffre. Vous allez comprendre tout à l'heure pour l'eau froide. Donc elle nous dit également de manger lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Prenons notre temps lorsque nous mangeons. Nous allons également apprendre d'autres choses lorsque nous allons regarder cette enzyme, l'amylase. Parce que l'amylase, elle est active à un certain pH. Hier, je vous parlais par exemple des maladies et que quand il y a la maladie, les enzymes qui vont être utilisées pour produire vos anticorps, on a vu que dans le milieu acide, ils sont inactifs. Eh bien, c'est pareil pour l'amylase. C'est une de ces enzymes qui est inactive en milieu acide. En effet, elle ne peut fonctionner, elle ne peut faire son travail que lorsque le pH est alcalin. Lorsque le pH est supérieur à 7, eh bien, c'est le pH de votre salive. Elle fonctionne. Elle ne peut également fonctionner que lorsque la température est inférieure à 37 degrés. Ça veut dire quoi de connaître ces caractéristiques? Bien, premièrement, ça veut dire alors que cette enzyme, la salive, quand vous mangez du pain par exemple, ça va commencer à digérer. Si vous ne prenez pas votre temps pour mâcher, eh bien, il va descendre au niveau de l'estomac. Et dans l'estomac, le pH est acide. Il est entre 4 et 5. Est-ce que l'amylase, il peut y en avoir, est-ce que s'il y en a dans votre estomac, est-ce qu'il peut être actif? Non. C'est acide. C'est inférieur à 7. Il ne peut être actif que lorsque le pH est supérieur à 7, c'est-à-dire seulement et uniquement dans votre bouche. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de mâcher, de manger,
pour que vous puissiez saliver et que cette digestion se fasse, parce qu'arrivé ici, ça ne digère plus les glucides. Les glucides se digèrent là. Si vous ne prenez pas le temps, ces gros morceaux vont arriver ici et il n'y a plus de digestion de ces glucides. D'accord? Donc, il est important de bien mâcher. Et nous avons vu surtout l'utilité de bien mâcher, c'est qu'on va découper avec les dents en petits morceaux pour pouvoir faire que le travail des enzymes puisse couvrir puisse découper plus de choses. Parce qu'on a vu que si vous avez des gros morceaux dans la bouche, les enzymes vont seulement découper à l'extérieur et à l'intérieur, ça reste intact. C'est pour ça que si je prends le temps de mâcher, je peux passer à 40% d'aliments ou 50% de substances qui seront assimilées par le corps, alors que si je mange trop rapidement, on tombe à 30%, parfois 20%. Donc prenons le temps de mâcher. Et deuxièmement, de savoir que ça n'est actif qu'à moins de 37 degrés, c'est de savoir ceci, que quand vous mangez chaud, par exemple une soupe, par exemple du riz qui est chaud, des pâtes qui sont chaudes, c'est chaud dans votre bouche, vous ne vous brûlez pas, mais le travail de l'amylase ne se fait pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas manger froid, non. Simplement, attendez un petit peu que ce soit tiède et ensuite vous les mangez. 37 degrés, c'est la température de votre corps. Il faut que ce soit un petit peu en dessous. Donc prenez le temps de manger, soufflez dessus, mais évitez de manger chaud. Donc ce sont les deux conseils que nous pouvons retenir quand on regarde les caractéristiques de l'amylase. On prend le temps de mâcher parce que la digestion se fait là pour les glucides et plus ici. Deuxièmement, j'évite de manger trop chaud parce que l'amylase ne peut pas être active. D'accord? Donc, l'aliment qui contient des glucides est digéré au niveau de la bouche. Ensuite, il descend le long de l'œsophage pour arriver à l'intérieur de l'estomac. L'estomac, comme vous le voyez, c'est un muscle. C'est un muscle qui va travailler. C'est une poche qui est oblique. Cette poche-là va sécréter aussi un liquide. Ce liquide s'appelle le suc gastrique. C'est un liquide qui contient de l'acide chlorhydrique concentré. C'est pour cela que c'est acide à l'intérieur, que l'amylase ne peut pas agir. Mais il contient de l'eau également. Et aussi, il contient cette enzyme appelée la protéase. Tout à l'heure, on avait parlé de l'amylase. Ase, c'est pour découper. Amylase, il découpe l'amidon, glucide. Protéase, il va découper quoi d'après vous? Les protéines, exactement. Et donc ces longues chaînes de protéines seront découpées grâce aux protéases qui va les réduire en petits morceaux de perles qu'on a vus qui sont les acides aminés. La digestion des protéines se fait alors à ce niveau. Donc, idem, si lorsque je mange, je vais boire de l'eau, cette eau non seulement va diluer ma sécrétion au niveau de la salive, mais aussi une fois que ça tombe ici, sachez que quand vous mangez, à ce moment-là, dès que vous mangez, il va se passer qu'au bout de l'estomac, il y aura une fermeture au niveau du duodénum, ce qui veut dire que les aliments ne passent plus, ça reste bloqué. Vous allez boire de l'eau, cette eau va diluer le contenu de l'estomac. En diluant ce contenu, il va diluer aussi le suc gastrique. Et votre aliment qui contient des protéines, alors que la protéase veut venir faire son travail, quand vous ajoutez de l'eau, vous faites un effet de dilution qui va séparer et rendre inefficace ou moins efficace la digestion de vos protéines. C'est pour ça qu'on évite également de boire en mangeant. Deuxième chose qui est important à comprendre au sujet de l'estomac, on a vu donc que qu'il avait un pH acide. On avait vu aussi qu'il était oblique et que c'était un muscle. Et également, pour pouvoir digérer, il y a des contractions que fait l'estomac, donc le muscle, mais aussi il va utiliser ce qu'on appelle la gravité, c'est-à-dire le fait que votre nourriture tombe vers le bas.
parce qu'il est oblique, il utilise à la fois le mouvement du muscle et aussi la gravité pour faire descendre et remuer le contenu. De savoir cela, ça nous sert à quoi? Eh bien, l'estomac étant un muscle, il va demander alors de l'énergie. Il demande de l'énergie pour faire deux choses. Premièrement, pour préparer la sécrétion du suc gastrique. Ça va lui demander de l'énergie de faire cela. Et deuxièmement, ça va lui demander aussi de l'énergie pendant la digestion pour pouvoir mélanger le tout à l'intérieur, les contractions. Et l'énergie qu'il demande est colossale. En effet, il va demander plus de 60% de votre énergie vitale. Digérer, c'est un travail difficile pour le corps. Ça met du temps et c'est difficile. C'est pour cela que quand vous mangez, vous sentez après une petite fatigue pour certains peut-être. Et donc, en comprenant cela, eh bien, on voit que si je mange par exemple le matin, qu'est-ce qui se passe? Mon estomac va travailler. À la récréation, eh bien, je vais manger un autre repas, je parle pour les enfants, sinon à la pause de 9 heures pour les adultes. Et l'estomac va encore travailler. À midi, ben, je vais prendre mon repas de mon déjeuner, il va encore travailler. À 15 heures, j'ai une petite fringale, je vais manger quelque chose, l'estomac va travailler. Le soir, il va encore travailler pour le dîner, et si vous avez une petite faim le soir, vous vous levez, vous allez chercher, il travaille. Autrement dit, votre muscle ne va faire que de travailler utilisant 60% de votre énergie, donc vous ne serez pas dans la meilleure de vos formes. Et c'est pour ça que essayez d'éviter de grignoter entre les repas, et vous allez déjà voir que l'estomac va pouvoir se reposer, et vous allez voir une différence au niveau de votre forme. Essayez-le. Et c'est ce qu'elle nous dit, Ellen White, elle le savait déjà avant, mais on ne connaissait pas encore ces choses, mais elle le disait dans ses écrits. Donc, Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 205, quand elle dira que l'estomac requiert une attention particulière. Il ne doit pas travailler sans arrêt. Il faut assurer un peu de paix, de tranquillité et de repos à cet organe dont on abuse généralement. Après avoir digéré le contenu d'un repas, il ne doit pas se livrer à un nouvel effort avant qu'il ait pu se reposer et qu'il ait pu produire suffisamment de suc gastrique pour le repas suivant. Il devrait au moins s'écouler 5 heures entre chaque repas. C'est-à-dire si vous prenez 3 repas, pas de grignotage. Pourquoi? Vous allez comprendre ceci. Non seulement parce qu'il va se fatiguer, mais comprenez ce qui se passe également. Un aliment, lorsqu'il arrive dans l'estomac, il est enfermé, comme je vous ai dit, dans l'estomac. Et là, l'estomac va faire son travail. Il va produire, donc la substance qui est à l'intérieur va remuer, et ça va produire une substance pâteuse qu'on appelle la chyme. Pour pouvoir produire ça, donc cette digestion, quand vous mangez par exemple un fruit qui est cru, eh bien ça va mettre 3 heures pour faire ça. 3 heures où il va remuer. Et après, une fois que vous avez cette pâte appelée la chyme, il va l'expulser au travers du duodénum pour l'emmener vers l'intestin. L'expulsion de ce fruit mettra 1 heure. C'est-à-dire qu'un fruit mangé cru va passer au total 4 heures dans votre estomac. Un légume, c'est un petit peu plus. La digestion du légume va prendre 4 heures, pour la raison qu'il contient en fait plus de protéines. Ayant plus de protéines, l'amylase sera davantage occupée. Et également à cause de ses fibres. Donc un légume cru, lui, va mettre 4 heures pour qu'il puisse être transformé en chyme et parer 1 heure de plus pour sortir. Au total, combien de temps il va rester? 5 heures. Ce qui veut dire, si par exemple vous allez manger à midi un plat de crudité, eh bien combien de temps ce repas que vous avez mangé va-t-il mettre pour sortir de votre estomac? 5 heures. Et c'est pour cela
qu'elle conseillait de laisser combien de temps entre chaque repas au minimum? 5 heures. Parce que c'est la durée que va mettre les légumes crus pour digérer. Tout ce qui est cuit va mettre moins de temps. Ce qui fait que c'est lent, ce sont les fibres. Les fibres d'un légume, les fibres d'un fruit, vous le voyez, c'est ce que ce sont les... On les voit, hein, ce sont des fibres solides qui ne peuvent pas se dissoudre. C'est ça qui ralentit aussi. Le fait que ce soit cru, ça met ce temps-là. Une fois que vous les cuisez, vous pouvez même diviser par 2 la durée de digestion. D'accord? Donc c'est juste quand c'est cru que ça met du temps pour être digéré. Et donc, si vous mangez le matin, par exemple, des fruits, et qu'à 9 ou à midi, vous allez manger des légumes, eh bien vous avez ce temps où l'estomac pourra terminer, expulser et amener un nouveau repas. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose à comprendre concernant les fruits crus et les légumes crus. En effet, lorsqu'un légume cru ou un fruit cru passe plus de temps à l'intérieur de votre estomac, quelque chose se passe. C'est-à-dire que si c'est les fruits, ils contiennent du sucre, le fructose, et lorsque le fructose reste plus longtemps que 4 heures dans l'estomac, eh bien, il va se passer une fermentation. C'est-à-dire que le sucre va se transformer en alcool. Pareil, si c'est un légume cru qui passe plus de temps que 5 heures dans votre estomac, eh bien, ce légume cru contenant des protéines, eh bien, les protéines vont putréfier. C'est-à-dire qu'elles vont produire des toxines, des substances qui sont dangereuses pour votre corps. Et sachez que vous pouvez augmenter la durée de la présence de vos fruits ou des légumes dans votre estomac lorsque vous mélangez les deux ensemble. C'est-à-dire, si vous mangez des fruits crus et des légumes crus, par exemple, vous mangez d'abord des légumes crus et après vos fruits crus, eh bien, les légumes crus vont demander un temps de digestion, 4 heures, mais vos fruits crus aussi vont demander un temps de digestion. Et c'est pour cela que ça va rester plus longtemps dans votre estomac et que vous allez produire de la fermentation et de la putréfaction. Et que si vous dormez, par exemple, le lendemain, vous n'êtes pas bien. Ou que si vous avez mangé ça à midi, les deux en même temps, vous n'êtes pas bien. Le problème, c'est que vous allez produire fermentation, vous aurez de l'alcool dans votre corps. Putréfaction, il y a des toxines. Vous ne vous sentez pas bien, la tête tourne un petit peu. Pour certains, c'est ce qui se passe, ceux qui sont sensibles à la digestion. Et c'était le cas pour cet homme du nom de Akatoto Mafutuna. C'est quelqu'un qui est très sportif, qui fait beaucoup de sport. Il était champion de Polynésie de lancer de javelot pendant plus de 13 ans. Et cet homme également, il mangeait beaucoup. Donc, ce qu'il aimait faire, c'est que après avoir fini de manger, il pouvait manger une grande quantité de fruits, surtout les mangues. Il disait qu'il pouvait manger 3, 4, 5 mangues après. Ça ne le dérangeait pas, il aimait ça, les mangues. Et donc, il terminait toujours ses repas avec des fruits. Okay? Et c'était toujours son habitude, que ce soit le matin, le midi. Pour lui, il n'avait pas de souci, il pouvait manger sa salade, mais il avait toujours ensuite ses fruits à la fin. Et voici ce qui s'est passé. C'est parce que cet homme n'a jamais bu de sa vie. Et ce qui l'a étonné, c'est que lorsqu'il est parti faire sa prise de sang, eh ben, il connaissait la secrétaire, parce qu'en fait, il était préparateur en pharmacie, donc il connaît la secrétaire. Et la secrétaire, donc, en allant voir le médecin, il sort de chez son médecin, et le médecin va lui dire, mais tu as de l'alcool dans le sang. Et Akatoto, il ne comprend pas. Et jusqu'à ce que même le docteur va dire à la secrétaire, hey, il faut que tu dises à ton copain d'arrêter l'alcool, hein, parce que ça y va trop. Hein. Et quand la secrétaire va dire, mais non, je ne comprends pas, j'ai jamais bu d'alcool. Pourquoi est-ce que j'ai de l'alcool? Et à chaque fois qu'il va faire sa prise de sang, ça a toujours été comme ça. Et il ne comprenait pas. Et ben, le jour où il a suivi ce séminaire, il a compris ce qui s'était passé. C'était que quand il mange beaucoup, et après il rajoute des fruits à la fin, eh ben, si déjà c'est trop chargé, ou s'il y a des légumes, parce qu'il mélangeait des légumes crus et des fruits crus,
eh ben, ça fermentait ensemble parce que ça mettait du temps à sortir. Et c'est pour ça que ça produisait de l'alcool et qu'il avait de l'alcool dans son sang. Et le jour où il a compris, eh ben, il a arrêté et il a commencé à séparer les légumes crus à un repas, les fruits crus à un autre repas. Et depuis, il est parti refaire une prise de sang, eh ben, plus d'alcool. Okay? Parce que, voilà, ce qui se passe dans votre corps, c'est la conséquence de ce que vous faites. C'est tout. Et là, il a compris ces choses et donc il a arrêté. Et donc, comprenez ceci, c'est que cela a déjà été dit avant. C'est pour ça que c'est remarquable ce qu'elle a écrit, parce que la nutrition, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour notre époque. Et elle nous disait déjà ceci en disant qu'il n'est pas bon de manger des fruits et des légumes au même repas. Pour ceux qui ont une digestion laborieuse, l'emploi de ces deux catégories d'aliments à la fois peut provoquer un embarras gastrique et rendre difficile tout effort cérébral. Il vaut mieux alors prendre les fruits à un repas et les légumes à un autre. Voici comment faire. Un conseil, ça serait donc de manger les fruits le matin, parce que c'est là que votre corps a besoin de sucre, le matin, et à midi, de manger vos légumes. Et ceux qui ont besoin d'un troisième repas, le soir, vous pouvez choisir soit manger des fruits ou des légumes. Comprenez que nous parlons bien de fruits et légumes qui sont crus. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez manger des légumes cuits, ils ne vont pas interférer avec la digestion de vos fruits crus. Ou inversement, vous pouvez manger des fruits cuits avec une crudité, cela ne va pas interférer. C'est seulement lorsque tous les deux sont crus, comme leurs fibres n'ont pas été détruites par la chaleur, ça ralentit la digestion. D'accord? Donc si vous avez besoin de manger des fruits et des légumes, faites en sorte qu'un au moins soit cuit pour qu'il puisse digérer ensuite le légume ou les fruits. Et le conseil, c'est de manger en premier ce qui est cru et ensuite ce qui est cuit. C'est le conseil que je vous donne parce que ça accélère la digestion. Vous digérez. Vous savez, ça vient par étage. Hein? Donc quand vous mangez par exemple d'abord vos fruits crus, les fruits crus descendent en premier et ensuite vous allez manger par exemple une tranche de pain. Le pain va venir après par-dessus. Et lorsque ça va commencer la digestion, le liquide commence par le bas, le suc gastrique. Et la digestion commencera par ce qui est en bas. C'est pour ça, manger d'abord ce qui est cru et après ce qui est cuit. D'accord? Mais évitez de mélanger les deux crus. Prenez à un repas les fruits crus, le matin de préférence, et à midi, les légumes crus. Le soir, à vous de choisir un des deux. Voilà. Donc, nous avons vu que l'estomac est un muscle, donc il demande de l'énergie. On va éviter de grignoter à chaque fois. On a vu parce que ça met aussi du temps à sortir. Je voulais à peine le temps de digérer qu'une autre chose vient. Vous vous fatiguez. On a vu également qu'il faut espacer au moins de 5 heures les repas. Et qu'il faudrait également éviter de manger fruits crus, légumes crus en même temps. Une autre chose qui est importante, c'est que nous avons dit que pour digérer, eh ben, l'estomac étant oblique, il va non seulement se contracter, mais également il y a l'effet de la gravité. Il faut que ça tombe vers le bas, il faut que ça bouge, ça remue, ça tombe, ça remue, ça remue. Gravité, c'est important parce que qu'est-ce qui se passe? Si par exemple vous avez mangé et que juste après vous vous allongez, qu'est-ce que vous annulez entre les deux? La gravité. Et si vous dormez, vous diminuez radicalement l'action du muscle parce que lui aussi va se reposer. Autrement dit, si vous mangez et que juste après vous allez vous allonger, faire une sieste, eh bien votre digestion, elle, s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe quand elle s'arrête? Eh bien, ils vont rester plus longtemps dans l'estomac que prévu. Qu'est-ce qui se passe pour les protéines? Putréfaction. Qu'est-ce qui se passe pour les sucres?
fermentation. Donc, nous allons éviter de s'allonger après avoir mangé. Si vous avez besoin de vous allonger, par exemple, si vous allez dormir, l'idéal, c'est de manger 3 heures avant d'aller dormir, pour que l'estomac ait le temps au moins de digérer, de faire le travail de digestion. D'accord? Et manger léger le soir pour accélérer la digestion. Parce que vous pouvez diminuer l'expulsion à 3 heures. Vous pouvez le faire si vous ne mangez pas trop le soir. Et vous allez mieux dormir avec un estomac vide. Vous comprenez alors pourquoi, tout à l'heure, je vous parlais de l'eau qu'il faudrait boire 2 heures après avoir mangé. Pourquoi? Parce que si vous buvez juste après avoir mangé, 20 minutes après, eh bien, votre estomac est en train de travailler, de digérer les sucs gastriques, les protéases étant de faire le travail, eh bien, vous amenez, vous arrêtez la digestion. Vous ralentissez parce que vous diluez. Donc le mieux, c'est d'attendre 2 heures après, le total sera quasiment fini. D'accord? Et également, concernant cette enzyme qui est la protéase, c'est une enzyme donc, qui est active, lui, en milieu acide. C'est la seule enzyme d'ailleurs. Et son activité, eh ben, il peut travailler quand il fait 37 degrés. Okay? Si vous êtes en dessous, il s'arrête. Il ne peut plus travailler. Vous ralentissez son action. C'est pour cela que quand vous buvez, donc il faut éviter de boire, mais surtout évitez de le faire quand vous prenez glacé. Quand vous le prenez glacé, vous stoppez radicalement la digestion. Donc évitons de boire glacé ou de manger trop froid. Donc évitez, si vous avez toujours des envies à la fin de repas de manger une crème glacée ou des sorbets, évitez de le faire parce que vous ralentissez votre digestion. Vous pouvez faire des exceptions, mais ne prenez pas une habitude, vous allez ralentir votre digestion, vous allez plus vous faire du mal que du bien. Même si c'est un sorbet au corosol. Vous voyez, c'est bon pour la santé, parce qu'il y a les fruits, mais voilà, évitez de le faire juste après avoir mangé. Vous pouvez en prendre peut-être avant de manger, et surtout laisser fondre un peu longtemps pour que ce ne soit pas trop glacé quand ça arrive. Mais voilà, que ce ne soit pas une habitude, parce que vous allez faire souffrir en réalité votre estomac. Vous ralentissez votre digestion et vous êtes sujet aux putréfactions et fermentations. C'est ce que nous disait déjà cet auteur, inspiré de Dieu, et nous dit que l'eau ou la limonade glacée, bue en mangeant, arrête la digestion jusqu'au moment où l'organisme a pu réchauffer, c'est-à-dire que ça arrive à 37 degrés, elle ne le savait pas, mais elle dit, pour se réchauffer suffisamment, a pu réchauffer suffisamment l'estomac pour lui permettre de reprendre son travail. Et sachez que réchauffer un organe demande de l'énergie au corps. C'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. Vous allez vous épuiser. Vous ne serez pas en forme ensuite. Donc c'est le conseil que j'aimerais vous donner. Donc si nous reprenons ce que nous avons vu, nous disions que les glucides se digèrent dans la bouche, les protéines se digèrent dans l'estomac, et il va rester les lipides. Les lipides, d'après vous, où est-ce qu'ils vont se digérer? Eh bien, c'est à la suite. De l'estomac, vous arrivez vers l'intestin grêle. Et entre l'intestin grêle et l'estomac, vous avez un petit tuyau qui emmène vers l'intestin grêle. Donc ça sort ici de l'estomac, ça entre ici dans l'intestin grêle. Ce petit tuyau, c'est ce qu'on appelle le duodénum. Le duodénum est connecté à cette glande qu'on appelle le pancréas. Et c'est le pancréas qui va sécréter une substance. Et c'est cette substance qui sécrétée va pouvoir permettre la digestion. Il va sécréter le sel biliaire qui se trouve dans la vésicule biliaire. Donc il sécrète la bile, pardon. La bile va être sécrétée ici. Okay? Et ça sort par le pancréas. Donc la vésicule biliaire sécrète la bile.
À l'intérieur de la bile, vous avez des sels biliaires. C'est quoi des sels biliaires? Eh bien, c'est ce qui va permettre à l'huile. Vous savez que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Et que votre intestin, au moment où les nutriments vont être digérés, vont passer dans le sang contient de l'eau, pratiquement. Et donc, un lipide ne pourra pas aller dans l'eau. Et comment ça va faire? Non seulement il est trop gros, mais qu'est-ce qu'il va faire le sel biliaire? Non seulement, pardon, il va sécréter des sels biliaires de la lipase. La lipase, ça va faire quoi? C'est une enzyme qui va digérer quoi? Les lipides, donc qui va découper en petits morceaux, en acides gras. Et ces acides gras-là, ne pouvant pas se... Et pardon, ces acides gras peuvent passer dans l'eau. Lui ne peut pas. Les sels biliaires, c'est lui qui va pouvoir faire ce qu'on appelle une émulsion. Vous voyez quand vous faites de la mayonnaise? Voilà. Quand vous faites la mayonnaise, c'est une émulsion qui va se faire grâce ici aux sels biliaires. Les sels biliaires vous permettent alors à la lipase de pouvoir venir et faire son travail. Parce que ici, c'est de l'eau. Donc, l'eau mélangée aux sels biliaires plus l'huile, ça va faire une émulsion. Il y aura contact. La lipase va faire son travail, découper ça en acides gras qui, eux, peuvent aller dans l'eau. Donc, c'est comme ça le processus que ça fonctionne. Donc, une fois qu'il a fait son travail au niveau du duodénum, et bien maintenant, les acides gras ont été digérés. Donc, nous voyons alors que les lipides ont été digérés. Nous voyons alors que le travail se fait étape par étape. Okay? Les glucides dans la bouche, protéines dans l'estomac et les lipides au niveau du duodénum. Il y a également quelque chose que va faire le pancréas. Donc là, c'est plus la vésicule biliaire qui va sécréter la bile, mais le pancréas, lui, va faire autre chose. Et c'est ce qui est intéressant dans notre corps, parce que quand on mange, eh bien, tout n'est pas assimilé à 100%, tous les glucides n'ont pas été digérés, nous avons vu. Tous les protéines également peut-être n'ont pas été digérées parce que c'est encore trop gros les morceaux peut-être, ou parce qu'on a dilué. Les lipides non plus. Alors le corps est intelligent, Dieu l'a bien fait. On nous dit que le pancréas va sécréter 3 dernières enzymes. Avec la lipase, provenant de la vésicule biliaire, le pancréas va donner également une autre amylase et également 2 protéases. Au niveau du duodénum, ce n'est plus acide, mais c'est basique. Et c'est pour ça que l'amylase qui est là, c'est une amylase qui pourra terminer de digérer les glucides qui restent. La protéase ici seront actives également dans un milieu alcalin, comme ici, et pourront terminer de digérer les dernières protéines. Et donc, la digestion est achevée à ce niveau-là, au niveau du pancréas. Donc, une fois que tout a été digéré, qu'on a eu le glucose, qu'on a eu les acides aminés qui proviennent des protéines et qu'on a eu les acides gras provenant des lipides, eh bien, ces petites particules maintenant vont pouvoir être absorbées à quel endroit? Eh bien ici. C'est ici la surface d'échange où ça va pouvoir entrer dans votre corps. Le glucose, acides aminés et les acides gras provenant des lipides vont pouvoir maintenant entrer au travers de votre intestin, traverser la barrière intestinale et pouvoir ensuite aller dans le sang et vous alimenter. Voici comment fonctionne votre corps. Et tout ce travail se fait au travers des enzymes. Comme vous le voyez, le corps a été créé de façon ordonnée, n'est-ce pas? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, qui est aussi un Dieu ordonné. Pour ceux maintenant qui aimeraient commencer à démarrer, je voudrais vous dire, n'arrêtez pas tout du jour au lendemain, mais faites-le de manière progressive. Pour ceux qui veulent démarrer et qui n'aiment pas les légumes, qui n'aiment pas les fruits, voici comment faire pour commencer à éliminer les viandes. Parce que nous avons vu que c'est la chair animale qui nous rend malades à cause de l'acidification. Comment arrêter à ne plus manger de viande? Ben voici. C'est que vous allez continuer à cuisiner comme vous avez l'habitude de faire. Sauf que dans vos plats où vous mettez la viande,
par exemple, spaghetti bolognaise, vous mettez de la viande hachée. À la place de la viande, eh bien, vous allez juste remplacer la viande par un substitut. C'est quelque chose qui va avoir la même texture, mais qui est végétal. C'est par exemple les protéines de soja. Sachez qu'ils sont moins chers que la viande. Protéines de soja, ils ont été déshydratées. Vous les trouvez en magasin, c'est marqué dessus protéines de soja déshydratées. Donc ce sont des petits morceaux que vous laissez tremper dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Et ensuite, ça donne une texture identique à celle de la viande. Vous allez ensuite la préparer comme si vous assaisonnez votre viande ou votre poulet. Et vous allez voir que quand vous mangez, vous croirez que c'est de la viande ou du poulet. C'est la même chose. Vous avez juste à assaisonner ces protéines de soja. Vous pouvez également remplacer ça par du tofu. Le tofu, pareil, vous aurez quasiment la même texture. Ou sinon, pour remplacer le poisson, une texture qui remplace bien, c'est l'aubergine que vous cuisez à la vapeur. 5 minutes suffisent. C'est-à-dire, il suffit juste que votre aubergine soit légèrement mou. Okay? Et une fois que c'est mou, au bout de 5-7 minutes, eh bien, vous pouvez les sortir et vous les préparer comme si c'était du poisson qu'il faut assaisonner. Vous allez voir, la texture est la même. Donc, voici comment faire pour remplacer petit à petit la viande. Vous cuisinez comme vous avez l'habitude, vous mangez comme vous avez l'habitude. C'est juste que vous achetez à la place de la viande, poulet ou poisson, ces choses qui sont moins chères. Vous allez faire des économies. Deuxièmement, comme vous n'aimez pas encore les fruits et les légumes, vous allez voir que c'est normal. C'est normal parce que votre palais, les papilles gustatives sont dénaturées. Ils ne réceptionnent plus les goûts. Et c'est vraiment ce qui se passe quand on a l'habitude de manger de la viande. Ça sature les papilles gustatives. Et vous allez voir que au moment où vous allez arrêter la viande, eh bien, au bout d'une dizaine de jours, quand vous allez prendre un fruit, que vous allez le manger, vous allez sentir des goûts que vous n'avez jamais eu avant. Vous allez découvrir à nouveau un fruit. Vous allez manger une carotte crue, vous allez dire, mais je ne connaissais pas ce goût. Et là, vous allez commencer à les apprécier. Et pour pouvoir apporter vos fruits, vos légumes, parce qu'on a vu qu'on a besoin d'enzymes quand c'est cru, l'idée c'est de faire ça. C'est que quand vous commencez à manger, vous commencez par manger vos fruits le matin avant de manger le reste. Vous commencez à manger vos légumes avant de manger le reste, parce que ça va vous aider pour la digestion, mais aussi, l'idée c'est que quand vous mangez ça en premier, eh bien, votre estomac se remplit d'abord avec ça. Et après, le reste de la place qui vous reste, eh bien, vous mangez les autres choses. Et vous commencez à augmenter la part de cru à chaque fois. Et en faisant cela, vous aurez les goûts qui vont revenir, mais aussi vous allez commencer à voir que vous aurez plus d'énergie. Donc c'est d'augmenter petit à petit cette part de légumes ou de fruits, le matin ou le soir, crus, et vous augmentez progressivement en les mangeant toujours en premier. Ça, c'est pour ceux qui veulent démarrer. Pour ceux maintenant qui arrivent à se passer de la viande, pour aller plus loin, vous pouvez faire ceci. Parce qu'on se pose la question, comment est-ce que je peux manger de façon équilibrée pour avoir tout ce qu'il faut convenablement? Eh bien, si on devrait faire une pyramide pour savoir qu'est-ce que nous avons besoin du plus, eh bien, sachez que ce que le corps a besoin de plus, ce sont des catalyseurs, vitamines, minéraux, ainsi que enzymes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus déficient dans notre alimentation d'aujourd'hui. Et quand vous allez commencer à remettre des catalyseurs, vous allez voir que ça va commencer votre corps va commencer à se sentir mieux. Les catalyseurs, surtout les enzymes et les vitamines, se trouvent particulièrement dans les fruits et légumes crus. C'est pour cela que c'est eux que nous devrions manger en plus grande quantité. Fruits et légumes, ça serait la plus grande portion que vous aurez besoin. Ensuite, vous complétez avec des aliments cuits. Idéalement, ça serait de faire 80% de ce qui est en bas, 20% de ce qui est là. Okay? Idéalement. Mais avec l'habitude, vous allez arriver. Donc,
Ceux qui sont déjà à ce stade d'arrêter la viande, donc mangez beaucoup de fruits et de légumes, c'est votre grosse part. Par exemple, le matin, vos fruits. Et après, vous rajoutez une partie de légumineuses ou de céréales ou de graines ou de tubercules. Donc ça, ce sont des aliments qui seront cuits. Et le cuit, on a vu, donc comme on perd en nutriments, on n'a pas besoin d'avoir en grande quantité. Beaucoup de choses sont déjà dedans. Protéines, lipides, glucides sont déjà là. D'accord ? Ça, c'est si vous avez besoin de manger des choses cuites. Donc on en mène moins. Mais aussi, apporter également des oléagineux et des huiles, car ils sont très riches en lipides insaturés. Donc s'assurer que quand je vais préparer mes plats, c'est simple. Je vais prendre une grande portion, par exemple le matin, de fruits. Je vais rajouter avec peut-être un petit peu de flocons d'avoine. Donc quand je prépare mes flocons d'avoine, je ne mets pas trop de lait pour pas trop diluer. D'accord, juste un petit peu pour que ça mouille un petit peu. Et je vais rajouter dedans des noix. Et j'aurai mon petit déjeuner qui convient. À midi, par exemple, je vais préparer une salade de crudités. Je vais manger avec peut-être un petit peu de quinoa, un petit peu de lentilles. Et je vais m'arroser par-dessus un peu d'huile d'olive et je peux parsemer des graines de sésame. Donc, vous pouvez mixer en prenant ce tableau, en sachant que j'ai besoin de 80% de cru. Une autre chose qui est, on va dire, utile, quand vous voulez aller plus loin, c'est ce tableau de compatibilité. Parce que nous avons vu que les fruits et légumes crus se mangent à 2 repas différents. Eh bien, sachez que vous pourrez faire des exceptions. Et ça aide quand vous avez l'habitude de manger fruits crus et légumes crus, parce que des fois, vous avez envie de manger du salé et aussi du sucré. Alors, comment faire? Eh bien, vous avez des fruits qui sont compatibles avec des légumes crus. Vous avez aussi des légumes crus que vous pouvez manger avec les fruits crus. Que sont-ils? Eh bien, concernant les légumes que vous pouvez manger avec les fruits, ce seront le concombre, les herbes, la laitue, et toutes les germes, alfalfa, voilà, les soja germés. Donc, par exemple, vous pouvez manger à un repas, en entrée, une crudité faite de concombre, d'herbes, de laitue, avec des germes et de l'herbe. Et accompagné à la fin, vous pourrez manger également des fruits, si vous avez envie. Et les fruits, par contre, qui seront compatibles avec les légumes, c'est-à-dire quand vous allez manger vos légumes, c'est le moment où vous mangez les légumes. Si vous avez besoin de fruits, les seuls fruits qui seront compatibles, c'est l'avocat et les olives. C'est un tableau qui est utile quand vous voulez aller un peu plus loin pour mélanger du salé avec du sucré. Donc, c'est simple finalement. On a vu que j'ai juste à prendre une base. Voici par exemple comment vous faites. Vous prenez du blé avec des lentilles. Vous rajoutez juste vos légumes. Comme nous avons vu, varier les couleurs, 2-3 couleurs. Et ensuite, vous rajoutez des graines au haut du tableau. Et après, par-dessus, vous pouvez rajouter une sauce. Nous allons voir, vous verrez les recettes pour faire ces sauces qui sont bonnes pour la santé. Parce que ça en existe, oui. Des mayonnaises bonnes pour la santé. Des vinaigrettes bonnes pour la santé, on en a déjà vu, mais également d'autres sauces qui sont bonnes pour votre corps. Quand vous mangez, vous savez que c'est que du bon pour vous. Ça, c'est bien de manger comme ça, vous savez que ça vous apporte que du bien finalement. Donc, vous allez voir qu'en mangeant ça, non seulement c'est sain, mais en plus ça donne envie parce que vous avez plein de couleurs et ce n'est que positif pour vous. Donc, l'avantage de le faire, l'avantage de manger 80% cru, c'est quoi? C'est que sachez que le corps produit des enzymes. Pour produire des enzymes, ça va lui demander de l'énergie. Okay? Mais le fait de manger cru, va faire que dans les fruits ou dans les légumes, vous avez déjà des enzymes. Je donne un exemple. Dans la banane, vous avez de l'amylase. La banane verte, c'est de l'amidon. Mais quand vous laissez mûrir, ça devient sucré. Parce qu'il y a l'amylase qui fait son action. Donc quand vous allez manger une banane, vous apportez déjà de l'amylase. Vous prenez par exemple les papayes. Les papayes, eux, ils contiennent une protéase. Eh bien, mangez une papaye, vous avez des protéases. Le fait de manger cru, eh bien, vous apportez en fait directement aussi des enzymes. Ce qui veut dire que le corps
qui avait besoin d'énergie pour les produire, eh ben vous réduisez son énergie puisque vous apportez vous-même ces enzymes. L'énergie alors qu'il n'aura pas dépensée, il pourra l'utiliser pour autre chose, pour votre système immunitaire. Le corps, il a ces deux systèmes, le système immunitaire, le système également digestif. Si vous amenez déjà des enzymes, il va moins être fatigué pour produire ces enzymes, mais l'énergie qu'il économise va lui permettre d'aller maintenant vers le système immunitaire. En conclusion, ça veut dire qu'une personne finalement qui est malade, eh bien, elle pourrait avoir plus d'énergie pour produire des anticorps simplement en mangeant cru, en changeant son alimentation, en mangeant des végétaux. Je vous dis ceci parce que non seulement physiologiquement c'est ce qui se passe, mais surtout parce que personnellement je l'ai vu. En effet, j'étais quelqu'un qui était souvent malade. Étant jeune, adolescent, j'étais obèse. Certains ne me croiront pas, mais voici ma photo avant. J'étais en classe de troisième, j'étais obèse jusqu'en seconde. Et c'est seulement en seconde, donc arrivé au lycée, où je me suis mis à faire du sport. Et je faisais beaucoup de sport et c'est là que j'ai commencé à fondre. Mais non seulement je faisais du sport, et juste à un moment j'étais très accro, je faisais du sport matin, soir, mais je faisais du sport, j'avais maigri, mais le problème, c'est que j'étais tout le temps malade. Pour un rien, j'attrapais froid, je tombais malade. Et tous les mois, j'étais au docteur. Ma mère pourrait vous le dire. Tous les mois, j'allais au docteur et je savais déjà les médicaments que j'allais prendre. C'était tout le temps comme ça. Chaque mois, j'allais... Je faisais beaucoup de sport d'ailleurs. J'étais en forme, mais mon corps, en fait, ne l'était pas. Tous les mois, docteur, docteur. Jusqu'au jour où j'ai compris comment fonctionnait mon corps. Que Dieu l'avait créé et qu'il l'avait fait tellement bien et il m'a montré comment l'utiliser. Et quand j'ai commencé à suivre ces instructions, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, alors qu'avant, j'allais toujours au docteur, tous les matins, j'étais toujours enrhumé. Même mes beaux-parents, quand je les ai connus, ils le savaient, ils me voyaient tout le temps enrhumé, mouché, tous les matins, tous les matins. Et bien, de jour où j'ai commencé à laisser la viande de côté, à manger exclusivement des végétaux, eh bien, je peux vous dire que depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds chez le docteur. Et je ne gaspille plus de paquets de mouchoirs tous les matins. C'est terminé. Cela va faire maintenant l'âge de mon fils, 3 ans et demi, presque 4 ans, que je n'ai plus vu de docteur. Alors qu'avant, c'était tous les mois, tous les mois, tous les mois. Pourquoi ? Parce que mon corps maintenant a économisé son énergie pour aller directement me guérir. J'apporte que des choses qui sont bonnes pour mon corps et aujourd'hui, je le vois sur moi-même, je suis en pleine forme, en pleine santé, mes performances physiques ont amélioré, je peux courir plus vite, plus longtemps, je peux soulever des charges plus lourdes, mais maintenant, comme je connais la tempérance, je sais qu'il faut être tempérant, toute chose. Mais sachez que c'est efficace, ça fonctionne. Et cela, je l'ai pris conscience seulement le jour où j'ai compris comment fonctionnait mon corps. Et là, je me suis exclamé comme le disait David, parce qu'il disait à Dieu, dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Depuis ce jour, je fais attention à mon corps parce que c'est lui qui m'a créé et que mon corps lui appartient. J'espère que vous aussi, vous pourrez faire cette expérience de changer cette alimentation et vous allez voir le changement radical que vous aurez dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite à chacun de vous. Bonne soirée à tous et merci pour votre attention.